rôle vital du rein, c'est dans le maintien de l'homéostasie du milieu interne par le contrôle de l'équilibre acido-basique hydroélectrolytique. Deuxième fonction, c'est l'élimination des déchets. On a parlé de deux types de déchets. Endogènes, c'est les produits de métabolisme, et exogènes, tels que les médicaments, les poisons, les colorants, etc. Troisième fonction, c'est la fonction endocrine. Le rein joue le rôle d'une glande qui est capable de synthétiser des facteurs hormonaux tels que l'érythropoïétine, la rénine, la vitamine D, la forme active de la vitamine D, les prostaglandines, les GF1 et la calicrine. Et la dernière fonction, c'est la fonction métabolique. Et on a dit que le rein est capable de synthétiser quelques molécules telles que le glucose, c'est la voie de la néoglycogénèse, qui correspond à la synthèse du glucose à partir de substances non glucidiques. Bien sûr, cette voie métabolique se déroule principalement au niveau du foie, mais le rein participe avec un faible pourcentage de 20%. Ce pourcentage augmente dans des situations extrêmes, telles que le jeûne. En cas de jeûne prolongé, le rein va prendre le relais et devient un site de synthèse de glucose. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour accepter, j'ai accepté tout le monde. Très bien. On continue. Maintenant, on va parler de fonction de néphron. En fait, le rein contient presque 1 million de néphrons. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Quelles sont les fonctions du néphron? Avant de parler des fonctions, on va parler de la structure, de l'anatomie du néphron. Dans le néphron, on distingue deux grandes parties. Vous avez le corpuscule rénal et vous avez la partie tubulaire. Dans le corpuscule rénal, on trouve ce qu'on appelle le capsule, ou la capsule glomérulaire. C'est le glomérule. La capsule glomérulaire, c'est le site de la première fonction du néphron qui est la filtration. C'est quoi la filtration? La filtration, c'est le passage de substrat ou de soluté du sang vers le néphron. Donc, vous voyez ici le sens de la flèche. La filtration glomérulaire, c'est le passage du sang vers le néphron. À ce niveau, au niveau corpusculaire, il y aura la formation de ce qu'on appelle l'urine primitive. C'est l'urine primitive. Deuxième compartiment, deuxième partie du rein, c'est le système tubulaire. Dans le système tubulaire, on distingue le tube contourné proximal. Pourquoi il est dit proximal? Parce qu'il est en proximité de corpuscule rénal. Ensuite, vous avez le tube intermédiaire. Vous avez l'anse dans lait, ce qu'on appelle l'anse dans lait. Et vous avez dans l'anse dans lait, vous avez les deux branches, la branche ascendante, la branche descendante. Ici, au niveau tubulaire, vous avez la deuxième fonction du néphron, c'est la fonction de réabsorption. C'est quoi la réabsorption tubulaire? C'est le passage. Vous voyez, c'est le sens de la flèche. C'est le passage de la molécule de soluté ou de substance de fluide tubulaire vers le sang. C'est-à-dire c'est le retour. Dans la filtration, c'est le passage du sang vers les urines. Et la réabsorption, c'est le retour. C'est le passage de la molécule de soluté des urines vers le sang. C'est la réabsorption tubulaire. La dernière partie du système tubulaire, c'est le tube collecteur. Donc, on a parlé de TCP, le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le TCD, le tube contourné distal, et à la fin, vous avez le tube collecteur. Au niveau du système tubulaire, vous avez la troisième fonction du néphron, c'est la sécrétion tubulaire. C'est quoi la sécrétion? La sécrétion, c'est le passage du sang, de la molécule, vers le fluide tubulaire. Donc la molécule va passer du sang vers le fluide, sans passer par la filtration. Donc on n'a pas parlé de filtration ici. C'est une fonction très importante du néphron, la sécrétion tubulaire. On continue.
À la fin de ce processus, il y aura la formation de l'urine qu'on appelle l'urine définitive. Ce tableau représente la composition chimique du plasma et celle des urines. Vous avez l'urine primitive et l'urine définitive. La composition ou la comparaison des compositions chimiques de ces trois milieux va nous permettre de faire quelques remarques. La première remarque est ici, vous voyez que les protéines, les glucides et les lipides sont présents au niveau du plasma, mais sont absentes dans les urines, essentiellement dans l'urine définitive. Quelle est la signification de cette remarque? C'est que le rein joue le rôle d'une barrière. Donc le rein, c'est une barrière. Il ne laisse pas passer ces macromolécules. Ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Deuxième remarque, c'est par rapport aux électrolytes. Vous voyez ici, en rouge, dans l'urine définitive, que la concentration des électrolytes, elle est plus importante par rapport au milieu plasmatique. On dit que le rein joue le rôle d'un filtre sélectif par rapport aux électrolytes. Et la dernière remarque, c'est par rapport à l'ammoniac ou l'ammonium. Vous voyez qu'il n'y a pas d'ammonium au niveau plasmatique, ni au niveau des urines primitives. Par contre, il y a de l'ammonium ou de l'ammoniac dans l'urine définitive. Ceci dit, c'est que le rein joue un rôle sécréteur. Donc, le rein est capable de synthétiser et de sécréter l'ammoniac qui ne se trouve pas au niveau plasmatique. On continue. Maintenant, on va parler d'exploration fonctionnelle. Biologiquement parlant ou biochimiquement parlant, on distingue trois types d'exploration fonctionnelle. On a les examens d'exploration de la filtration glomérulaire. Deuxièmement, les examens biologiques ou biochimiques d'exploration des fonctions tubulaires. Lorsqu'on dit fonction tubulaire, c'est-à-dire on parle essentiellement de la fonction de réabsorption et la fonction de sécrétion. Et troisième type des examens, c'est l'analyse des urines. On va commencer par l'exploration de la filtration glomérulaire. Quels sont les examens utilisés en biochimie pour explorer cette fonction de filtration glomérulaire? Le premier examen, c'est le calcul ou la mesure de débit de filtration glomérulaire, la DFG. C'est la méthode de référence pour évaluer le débit de filtration glomérulaire. Il y a une question? Donc, je dois mettre en muet les micros. Misha, qui est Misha? Donc, Misha, il faut mettre votre... pardon. Le participant. Muet tous. Oui, c'est bon. Donc, j'ai désactivé les micros. On continue. Quels sont les examens d'exploration de la fonction de filtration glomérulaire? On a dit que le premier examen, l'examen de référence, c'est la mesure de débit de filtration glomérulaire. On va en expliquer avec plus de détails. Deuxième type d'examen, c'est les examens de routine. Lorsqu'on dit examen de routine, c'est-à-dire que c'est un examen qui est demandé et qui est réalisé quotidiennement. Vous avez deux paramètres clés dans l'exploration de la fonction rénale. C'est le dosage de l'urée et de la créatinine. Troisième type d'examen, c'est les formules d'estimation. Ici, on ne va pas mesurer le débit de filtration glomérulaire, mais on va utiliser des formules de calcul pour estimer ce débit de filtration glomérulaire. Et à la fin, bien sûr, vous avez des marqueurs spécifiques de l'insuffisance rénale. On va commencer par le débit de filtration glomérulaire. Avant de continuer, juste une question, est-ce que vous arrivez à me suivre? Très bien. Très bien, je continue. On a dit que l'examen de référence pour l'exploration de la fonction de filtration glomérulaire, c'est la mesure de débit de filtration glomérulaire, le DFG. C'est quoi un DFG? C'est quoi le DFG? C'est le volume du sang épuré d'une substance par unité de temps. C'est-à-dire vous avez une molécule qui se trouve dans le sang,
cette molécule va arriver au niveau de glomérule, elle va subir une filtration selon un débit. C'est quoi ce débit? C'est le volume du sang, c'est-à-dire c'est un volume exprimé en millilitres d'une substance filtrée ou épurée par unité de temps. Unité de temps ici, c'est minutes. Donc le DFG normal, la valeur de débit de filtration glomérulaire chez un sujet normal, varie entre 100 et 140, c'est-à-dire c'est 120 ou 80, 120 plus ou moins 20, c'est-à-dire de 100 jusqu'à 140 millilitres par minute, et bien sûr corrigé par rapport à la surface corporelle, 1,73 mètres carrés. Le DFG, c'est le meilleur marqueur quantitatif de la fonction rénale. Il est corrélé directement à la quantité de néphrons fonctionnels. C'est-à-dire si on cherche à évaluer la quantité des néphrons fonctionnels chez un sujet, on doit se référer au débit de filtration glomérulaire, le DFG. La question qui se pose, comment peut-on mesurer ce débit de filtration glomérulaire? Le débit de filtration glomérulaire est mesuré à l'aide d'une substance, c'est-à-dire on va mesurer le volume du sang épuré d'une substance par unité de temps. Mais il faut faire attention, il y a des critères dans le choix de cette substance. Vous avez ici les 4 critères essentiels pour choisir ou pour utiliser une substance dans le mesure, donc pour calculer, pour mesurer le débit de filtration glomérulaire. Le premier critère, cette substance doit être librement filtrée. Lorsqu'on dit librement filtrée, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un poids moléculaire faible et elle ne doit pas être liée au protéines. Deuxième critère, cette substance ne doit pas être métabolisée. Ne doit pas subir des réactions métaboliques. Il y a des questions? Juste une minute. Pas de questions. Très bien. Troisième critère, cette substance ne doit pas être sécrétée. On a parlé tout à l'heure de la fonction de sécrétion. C'est quoi la fonction de sécrétion tubulaire? C'est-à-dire le passage de la molécule du sang vers les urines. Il ne faut pas que cette substance qu'on utilise pour mesurer le débit de filtration glomérulaire soit sécrétée par le système tubulaire. Et la dernière condition, cette substance ne doit pas être toxique, non toxique. Vous avez ici quelques exemples de substances qu'on peut utiliser pour mesurer le débit de filtration glomérulaire. Vous avez une ancienne molécule qu'on appelait l'inuline. Et actuellement, on utilise les produits de contraste iodé. Et le dernier marqueur utilisé actuellement, c'est le DTA, éthylène-diamine tétracétique, marqué au chrome 51. C'est la molécule la plus utilisée actuellement. Malheureusement, cette molécule, elle est coûteuse et le débit de filtration glomérulaire demande un équipement donc, particulier. Donc, c'est une technique lourde. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des examens de routine. Donc, on ne peut pas mesurer le débit de filtration glomérulaire pour tous les patients. Ce n'est pas un examen de routine. On préfère d'utiliser les examens de routine. Quels sont ces examens de routine? Vous avez essentiellement l'urée, vous avez la créatinine et vous avez l'acide urique. Dans ce cours, on va insister surtout sur les deux premiers examens, c'est-à-dire l'urée et la créatinine. Et pour l'acide urique, vous pouvez se référer à votre cours de métabolisme des bases puriques pour avoir plus de détails. On va commencer par l'urée. En fait, l'urée, comme vous le saviez, c'est le produit final de dégradation des acides aminés. Vous avez dans l'acide aminé le squelette carboné et vous avez le groupement amine. Dans la dégradation des acides aminés, le groupement amine va donner naissance à ce qu'on appelle l'urée. Vous avez ici la structure de l'urée, donc c'est CO avec deux groupements amine. Quel est le site de synthèse de l'urée? C'est le foie, à travers le cycle à une voie métabolique particulière qu'on appelle le cycle de l'urée. Cette molécule, elle est éliminée à 90% au niveau urinaire, mais il faut faire attention, vous avez un phénomène de réabsorption. L'urée qui est filtrée à 90%, elle est réabsorbée à 50%
au niveau de tube contourné proximal. Et deuxième fonction, c'est-à-dire deuxième action au niveau rénal, le comportement rénal de l'urée, vous avez un phénomène de sécrétion. Donc, vous voyez, l'urée, elle va subir une filtration glomérulaire, élimination à 90%. Ensuite, elle va subir une réabsorption à 50%. Et vous avez également une sécrétion au niveau de l'anse de Henle. Vous voyez que l'urée, ce n'est pas le marqueur idéal pour évaluer la fonction rénale. Vous voyez également que la concentration de l'urée, elle ne dépend pas uniquement de la fonction rénale, elle n'est pas spécifique de la fonction rénale. Pourquoi? Parce qu'elle est influencée par l'état d'hydratation. Donc, en cas d'hyperhydratation, il y aura une diminution de la concentration de l'urée. Et l'inverse, si vous avez un état de déshydratation, il y aura une hémoconcentration, donc une augmentation de la concentration de l'urée. La concentration plasmatique de l'urée dépend également de la fonction hépatique. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'urée, elle est synthétisée au niveau du foie. Donc, en cas d'une pathologie hépatique, il y aura une diminution de la synthèse de l'urée. L'urée également est influencée par le régime alimentaire. Un régime alimentaire riche en protéines, il va augmenter l'azotémie, la concentration de l'ammonium plasmatique, et par conséquent, augmentation de l'urée. Maintenant, on va parler de dosage. Dans le dosage de l'urée, on doit commencer par l'étape préanalytique. Quelles sont les conditions de prélèvement qu'il faut respecter pour le dosage de l'urée? D'abord, on peut doser l'urée dans le sang total, dans le plasma, dans le sérum, ce qu'on appelle l'urémie, mais on peut doser également cette molécule dans les urines, qu'on appelle l'urée urinaire. L'urée, c'est un examen d'urgence. Le patient doit être à jeun, en dehors de situation d'urgence. On peut utiliser un tube sec, c'est-à-dire on va doser l'urée sérique, ou un tube hépariné avec anticoagulant, c'est-à-dire on va doser l'urée plasmatique. Juste une remarque, il faut éviter l'utilisation de fluorure de sodium. C'est un anticoagulant. Pourquoi? Parce que ce produit chimique, le fluorure de sodium, c'est un inhibiteur de l'uréase. Vous allez voir juste après que dans les méthodes de dosage de l'urée, on utilise cette enzyme, l'uréase. Pour le dosage urinaire de l'urée, on peut doser les urines sur l'émission matinale, c'est-à-dire sur un prélèvement urinaire du matin, ou également sur les urines de 24 heures. C'est-à-dire on va faire la collecte des urines de 24 heures dans un récipient de préférence stérile et on doit utiliser un antiseptique. Pourquoi? C'est pour éviter la prolifération des bactéries uréases positives. Et bien sûr, il faut faire une dilution des urines avant de faire le dosage. Maintenant, on va parler des méthodes de dosage. Quelle que soit la méthode de dosage de l'urée, vous avez une réaction commune. C'est quoi cette réaction commune? C'est la dégradation de l'urée en ammonium et CO2 sous l'action de l'enzyme uréase. C'est l'étape commune. À partir de produit final, à partir de l'ammonium, on distingue deux types de techniques. Vous avez les techniques cinétiques. Ici, on va mesurer l'absorbance dans l'ultraviolet, dans l'UV. Et vous avez les techniques colorimétriques, qu'on appelle la réaction de Bertillot. On va détailler ces deux types de techniques. On va commencer par la réaction colorimétrique. Une question. Donc, il y a une question de Maya par rapport à l'acide urique. Est-ce que le dosage de l'acide urique, c'est un examen d'urgence? Non, l'acide urique, ce n'est pas un examen d'urgence. Les examens d'urgence, pour explorer la fonction rénale, c'est essentiellement le dosage de la créatinine et de l'urée. Est-ce que c'est clair? Très bien. On continue. On va commencer par la technique colorimétrique. Ce qu'on appelle la méthode enzymatique à l'uréase colorimétrique. Pourquoi elle est appelée méthode enzymatique? Parce qu'elle utilise l'uréase. Et pourquoi elle est appelée colorimétrique? Parce qu'à la fin, on va mesurer l'intensité d'une couleur. Quel est le principe de cette réaction qu'on appelle la réaction de Bertillot? Vous voyez ici,
sous l'action de l'uréase, l'urée sera dégradé en ammoniac plus CO2. L'ammoniac, produit par la première réaction, il sera couplé au salicylate, l'acide salicylique, et hypochlorite. Donc salicylate et hypochlorite. En milieu alcalin. Cette réaction nécessite un catalyseur. C'est le nitroprussiate. Je répète, dans la réaction de Berthelot, le produit de la première réaction, qui est l'ammoniac, il est couplé au salicylate et l'hypochlorite en milieu alcalin et en présence de nitroprussiate, qui est un catalyseur. Cette réaction, elle va donner naissance à une molécule qu'on appelle l'indophénol ou le décarboxyindophénol, qui possède une couleur verte. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Après l'incubation, on va mesurer l'intensité de cette couleur. Si vous vous souvenez, on a déjà pratiqué cette technique dans le TP. Je ne sais pas, est-ce que vous vous souvenez de ça ou non? On a déjà pratiqué cette technique dans le TP. Vous avez une première incubation. On va mettre le premier réactif qui contient l'uréase en présence de sérum. Il y aura une dégradation de l'urée en ammoniac et CO2. Ensuite, on va rajouter le deuxième réactif qui contient le salicylate, l'hypochlorite et le nitroprussiate. Donc, il y aura une formation d'un complexe entre l'ammoniac et le salicylate pour donner une couleur verte. Et on va mesurer l'intensité à 620 nanomètres. Est-ce que vous vous souvenez de cette réaction dans le TP? Très bien. Deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode cinétique. Et on va faire la lecture dans l'ultraviolet et pas dans le visible. Vous voyez que toujours, vous avez la réaction commune. La première réaction, c'est la dégradation de l'urée sur l'action de l'uréase en ammonium plus CO2. Ce qui fait la différence, c'est la deuxième réaction. Ici, vous avez une réaction enzymatique qui est catalysée par l'enzyme GLDH. C'est quoi le GLDH? C'est glutamate déshydrogénase. Donc, c'est une réaction de réduction. Qu'est-ce qu'on va réduire? On va réduire une molécule qu'on appelle le alpha-cétoglutarate. Le alpha-cétoglutarate, en présence de l'ammonium, qui est le produit de la première réaction, et en présence d'un coenzyme, le fameux couple NADH+NAD, il y aura une réaction de réduction. On va réduire le alpha-cétoglutarate en glutamate. Et en même temps, on va oxyder le NADH+ en NAD. Comment on va mesurer le produit final? Ici, on va suivre l'absorbance à 340 nanomètres. Comme vous le saviez, le NADH+ absorbe à 340 nanomètres. Il y aura une décroissance. Il y aura une consommation de NADH+ qui est détectée par une diminution de l'absorbance à 340 nanomètres. Donc, c'est une méthode cinétique. C'est la méthode de référence. Donc, j'insiste sur les méthodes de référence. Le dosage cinétique en UV de l'urée, c'est la méthode de référence. C'est la méthode recommandée par la SFBC. C'est quoi la SFBC? C'est la Société française de biologie clinique. Est-ce que vous avez des questions par rapport au dosage de l'urée? Est-ce que vous avez des questions? Je continue? D'accord, je continue. Maintenant, on va parler des valeurs usuelles. Vous avez les valeurs sanguines et les valeurs urinaires. Donc, pour les valeurs sanguines, vous avez deux unités. Vous avez l'unité de système classique, c'est le gramme par litre. Et vous avez l'unité de système international. Donc, actuellement, on utilise le système international. Les valeurs normales, les valeurs usuelles de l'urée dans le sang, elles sont comprises entre 2,5 et 7,5 millimoles. Ces valeurs chez un sujet adulte. Mais vous voyez qu'il y a des taux plus bas chez l'enfant et chez la femme enceinte. On va voir pourquoi il y a des taux bas de l'urée chez l'enfant et chez la femme enceinte. Au niveau urinaire, vous voyez que les concentrations sont beaucoup plus importantes. C'est entre 300 et 500 millimoles.
C'est pour cette raison, avant de doser l'urée dans les urines, il faut faire une dilution. Parce que l'urée, elle est très importante, elle est concentration très importante dans les urines. Vous allez comprendre pourquoi il y a des taux plus bas de l'urée chez l'enfant et chez la femme enceinte. Ça rentre dans les variations physiologiques de l'urée. Admettre. Les variations physiologiques de l'urée. On a constaté qu'il y a des valeurs plus bas chez la femme que chez l'homme. Il y a également des valeurs plus bas de l'urée chez les prématurés, chez les nouveau-nés, par rapport à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a une maturité, un défaut de maturité hépatique. Si vous vous souvenez, on a dit que l'urée, elle est synthétisée au niveau hépatique. Et chez l'enfant, chez le nouveau-né plutôt, ou chez les prématurés, il y a une prématurité hépatique, donc il n'y aura pas une synthèse de l'urée. On va trouver des taux plus bas chez le nouveau-né par rapport à l'enfant ou par rapport à l'adulte. Au cours de la grossesse, on constate qu'il y a des taux plus bas chez la femme enceinte. L'urée, elle est plus basse chez la femme enceinte par rapport à une femme non enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y a un état d'hémodilution. C'est quoi l'hémodilution? C'est l'augmentation de volume sanguin. C'est une augmentation physiologique au cours de la grossesse qui va provoquer une diminution de l'urémie. Il y a également des situations où on peut constater une augmentation de l'urémie et une augmentation avec l'âge et une augmentation avec l'alimentation riche en azote. Maintenant, comment peut-on expliquer l'augmentation avec l'âge? Tout simplement parce qu'il y a une diminution de la masse des néphrons fonctionnels en fonction de l'âge. Un sujet âgé à 60 ans a une masse néphronique plus faible qu'un sujet jeune. Donc, il y aura un défaut d'élimination de l'urée. On va constater qu'il y a une augmentation de l'urémie chez les sujets âgés par rapport à un sujet jeune. Et on a expliqué tout à l'heure pourquoi une augmentation de l'urémie par le régime alimentaire, parce que si vous avez un régime alimentaire riche en protéines, par exemple riche en viande, il y aura un hypercatabolisme azoté et une augmentation de l'urémie. Maintenant, on va parler des variations pathologiques. On distingue 3 situations pathologiques qui sont responsables d'une augmentation de l'urémie. La première situation, c'est les états d'hypercatabolisme azoté. Lorsqu'on dit hypercatabolisme azoté, c'est-à-dire qu'il y a une hyperdégradation des protéines. Vous avez ici quelques exemples. Vous avez les états de septicémie, les infections, surtout d'origine bactérienne. Vous avez les hémorragies digestives. Vous avez les grands brûlés. Et vous avez également l'utilisation des corticoïdes. Parce que les corticoïdes, c'est des molécules à un effet protéolytique. Dans ces états d'hypercatabolisme, il y aura une insuffisance rénale fonctionnelle. On va en parler avec plus de détails juste après cette partie. Qu'est-ce que ça veut dire une insuffisance rénale fonctionnelle? Deuxième situation, c'est déshydratation extracellulaire. Donc, dans les états de déshydratation extracellulaire, il y aura une augmentation de l'urée sanguine bien sûr, qui est due à un phénomène d'hémoconcentration. Ici, ce n'est pas un problème d'élimination, ni un problème de production, mais plutôt un problème de dilution. On a parlé tout à l'heure de l'hémodilution chez la femme enceinte parce qu'il y a une augmentation de volume hydrique, de volume sanguin. Et ici, c'est l'inverse. Si vous avez une diminution de volume hydrique, c'est-à-dire un état de déshydratation, il y aura un phénomène d'hémoconcentration. Et troisième état, troisième situation, au cours de laquelle on peut constater, on peut trouver une augmentation de l'urémie, c'est l'insuffisance rénale. Ici, le mécanisme est clair parce qu'il y a un défaut d'excrétion rénale de l'urée. Maintenant, on va parler des états de diminution. Dans quelle situation on peut avoir une diminution de l'urémie? La principale cause, c'est le déficit congénitaux des enzymes de l'uréogenèse, de cycle de l'urée. On a dit tout à l'heure que l'urée est synthétisée au niveau hépatique à travers la voie de l'uréogenèse, c'est-à-dire le cycle de l'urée. Quelle est l'enzyme clé de cycle de l'urée? C'est l'OCT, c'est l'ornithine carbamyl
transférase. Donc, les sujets qui ont un déficit en cette enzyme, en ornithine carbamyltransférase, logiquement, il n'y aura pas de synthèse de l'urée, donc on va trouver une diminution de l'urémie. Deuxième situation, c'est l'hémodilution, c'est-à-dire il y a une hyperhydratation extracellulaire. C'est le cas tout à l'heure de la femme enceinte, il y aura un phénomène d'hémodilution. Troisième situation, c'est l'insuffisance hépatique terminale. C'est clair parce qu'il y a un défaut de synthèse de l'urée. Vous avez également les carences d'apport, par exemple les carences protéiques ou les carences nutritionnelles, ou également les maladies de malabsorption digestive. Deuxième examen de routine qu'on peut utiliser pour explorer la fonction rénale, c'est la créatinine. Quelle est l'origine de cette molécule de créatinine? La créatinine, elle est produite au niveau musculaire à partir d'une substance, d'une molécule qu'on appelle le phosphate de créatine. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le phosphate de créatine? Le phosphate de créatine, c'est l'équivalent de l'ATP musculaire. C'est-à-dire au niveau des muscles, en plus de l'ATP, qui est la monnaie énergétique universelle, on trouve une substance énergétique spécifique du muscle, qu'on appelle le phosphate de créatinine. Le produit de dégradation de phosphate de créatinine va donner naissance à la créatinine. C'est pour cette raison on dit que la créatinine, elle est proportionnellement corrélée à la masse musculaire. Et c'est pour cette raison la créatinine, elle est plus élevée chez l'homme que chez la femme. C'est par rapport à la masse musculaire. Quel est l'avantage de la créatinine par rapport au l'urée? L'élimination de la créatinine, elle est exclusivement rénale. Et cette molécule, elle ne va pas subir une réabsorption tubulaire, contrairement à l'urée. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit pour l'urée? On a dit que l'urée, elle est filtrée à 90%, mais elle est réabsorbée à 50%. Donc, ça ne peut pas représenter un marqueur idéal pour évaluer la fonction rénale. Contrairement à la créatinine, elle est totalement filtrée et elle ne va pas subir une absorption tubulaire. Il y a une faible sécrétion tubulaire, une sécrétion négligeable. Donc, on peut dire que la créatinine, c'est le marqueur idéal pour évaluer la fonction rénale. D'ailleurs, on dit que la valeur de la fonction de la créatine, c'est le reflet de débit de filtration glomérulaire. C'est le DFG. Maintenant, on passe au dosage. Dans l'étape préanalytique, quelles sont les conditions de prélèvement qu'il faut respecter? D'abord, il faut dire que la créatinine avec l'urée, c'est un examen d'urgence. Elle doit être dosée à jeun, en dehors de la situation d'urgence. On peut doser la créatinine soit dans le sang, soit dans les urines. Dans le sang, on peut utiliser le plasma, surtout sur tube hépariné, ou le sérum. Mais il y a une condition importante, il faut doser la créatinine en dehors des repas et des exercices physiques. Les repas, parce qu'elle est influencée par le régime alimentaire, et par rapport aux exercices physiques, parce qu'on a dit que la créatinine, elle est corrélée à la masse musculaire. Donc, en cas d'activité musculaire, il y aura une hyperproduction de la créatinine. Une autre condition très importante pour la créatinine, il faut éviter le jeûne prolongé. Pourquoi? Parce qu'un jeûne prolongé, par exemple au cours du mois de Ramadan, un jeûne prolongé, elle va provoquer une hyperproduction des corps cétoniques. Et malheureusement, les techniques analytiques utilisées actuellement pour doser la créatinine, ils sont sensibles au corps cétonique. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'interférence. Pour les urines, on peut doser la créatinine sur miction urinaire, c'est-à-dire les urines matinales, comme on peut le doser également sur les urines de 24 heures. Et la même condition de tout à l'heure, il faut faire une dilution des urines. Parce que la créatinine, elle est très concentrée dans les urines par rapport au milieu plasmatique. Pour les méthodes de dosage, vous avez la fameuse technique de Jaffe, c'est la méthode classique qui est utilisée jusqu'à maintenant. C'est une méthode colorimétrique. Lorsqu'on dit colorimétrique, ça veut dire qu'on va mesurer l'intensité d'une couleur. Quel est le principe? Le principe il est simple. La créatinine réagit avec l'acide picrique en milieu alcalin, en présence d'un OH, pour former un complexe qu'on appelle le picrate de créatinine. C'est un complexe de couleur ou de coloration orange. L'intensité de la coloration orange est mesurée à 520 nanomètres et elle est proportionnelle à la concentration de créatinine. Malheureusement, cette technique a des inconvénients. Les inconvénients ils sont liés à la présence d'interférences, c'est-à-dire vous avez des molécules
ou des substances qui se trouvent dans le sérum qui interfèrent dans le dosage de la créatinine. Lorsqu'on dit interférence, c'est-à-dire que c'est des molécules qui peuvent réagir avec l'acide picrique. C'est ça la signification d'interférence. On distingue deux types d'interférences. Vous avez les molécules Jaffe positives et vous avez les molécules Jaffe négatives. Pourquoi elles sont appelées Jaffe positives? Parce que ces molécules provoquent une surestimation. Ils provoquent une augmentation de la concentration de créatinine, une fausse augmentation. C'est l'exemple du glucose, des protéines et de l'acide pyruvique, de pyruvate. C'est-à-dire ces molécules réagissent avec l'acide picrique et par conséquent, ils vont donner une fausse augmentation de créatinine. Vous avez une molécule Jaffe négative. Pourquoi elle est appelée Jaffe négative? Parce qu'elle va provoquer une sous-estimation de la créatinine, c'est-à-dire une valeur faussement basse de la créatinine. C'est l'exemple de la bilirubine. La bilirubine, elle réagit avec l'acide picrique et elle va empêcher sa réaction avec la créatinine. Et par conséquent, il y aura une diminution, une fausse diminution de la créatinine. Quelles sont les solutions proposées par les biochimistes? Donc, on a essayé d'augmenter la spécificité de cette technique par deux méthodes. La première méthode, c'est l'élimination des interférences par la précipitation des protéines, parce que c'est les principales molécules interférences, par l'utilisation des acides. Donc, on va rajouter dans le sérum de l'acide pour précipiter les protéines. Mais cette technique a été abandonnée. Quelle est la technique utilisée actuellement? On a développé un mode cinétique. C'est-à-dire, au lieu de doser le picrate de créatinine à la fin de la réaction, c'est-à-dire en point final, on va le doser en méthode cinétique. On va choisir deux points, exemple 30 secondes et 90 secondes, et on va mesurer l'absorbance à 520 nanomètres. On va calculer delta DO, la différence de la densité optique, qui est proportionnelle à la concentration de créatinine dans le milieu biologique, c'est-à-dire que ce soit dans le sérum ou dans les urines. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes? Oui, il existe d'autres méthodes de dosage. C'est les méthodes enzymatiques, mais ce ne sont pas des techniques de routine. Vous avez l'exemple de la méthode enzymatique, purement enzymatique. Dans la lecture en UV, vous avez les réactions. On ne va pas trop insister sur ces deux techniques. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre le principe de la réaction colorimétrique de Jaffe, qui est la plus utilisée actuellement. Quelle est la méthode de référence de dosage de la créatinine? C'est la méthode GC et DMS. C'est quoi GC et DMS? Pardon, il y a une question. Très bien. Il y a une très bonne question de Yossara par rapport à la technique de précipitation des protéines. Pourquoi j'ai dit qu'on a abandonné la technique de précipitation des protéines par l'acide urique? Je reviens à la diapo. Très bien. Donc, on a essayé d'augmenter la spécificité de la technique par deux procédés. Le premier procédé, c'est la précipitation des protéines par un acide. Et le deuxième procédé, c'est le mode cinétique. Actuellement, on utilise le mode cinétique. On n'utilise pas la précipitation. Pour la simple raison, parce que la méthode de précipitation n'est pas une technique automatisable. On ne peut pas la mettre sur un automate d'analyse biochimique, parce que ça demande une étape manuelle. C'est-à-dire, on va prendre le sérum ou les urines de patient, on va rajouter de l'acide chlorhydrique ou de l'acide phosphotinguistique. Ensuite, on va centrifuger et on va récupérer le surnageant et éliminer le précipité. Donc, c'est une technique lourde et ça demande du temps. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que la créatinine, c'est un examen d'urgence. Donc, chaque minute compte pour la vie d'un patient. C'est pour cette raison qu'on a abandonné la technique de précipitation et actuellement, on utilise la méthode cinétique. Est-ce que c'est clair pour ce point? J'espère que j'étais clair. Je continue. Quelle est la méthode de référence? Si vous vous souvenez, dans le dosage de l'urée, on a dit que la méthode de référence est la méthode cinétique en UV. C'est la méthode recommandée par la HFBC. Très bien. Et pour la créatinine, la méthode de référence est la méthode GC et DMS. GC, c'est par rapport à la chromatographie en phase gazeuse, donc c'est la CPG, qui est couplée MS. MS, c'est la
masse spectrophotométrie, c'est la spectrométrie de masse. Et ID, c'est une dilution isotopique. C'est la méthode utilisée. Bien sûr, ce n'est pas une méthode de routine. On n'utilise pas cette méthode au niveau de notre laboratoire, mais elle est destinée surtout pour les laboratoires de recherche. Pour les valeurs usuelles, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que la valeur de la créatinine, à l'état normal, varie en fonction de la masse musculaire. C'est pour cette raison, vous voyez ici que la concentration de la créatinine chez l'homme, elle est beaucoup plus importante que cette concentration chez la femme, qui est due à la masse musculaire. Et la même chose, la même explication chez l'enfant. Il y a une question? Très bien. Une très bonne question de Maya, c'est par rapport à la concentration de la créatinine et l'effet des protéines. Est-ce que la concentration de créatinine est influencée par la tourneur? La tourneur, je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous parlez de la tourneur en régime alimentaire ou vous parlez de la concentration plasmatique? Veuillez, s'il vous plaît, préciser votre question. Est-ce que vous parlez de l'influence? Donc, j'attends votre éclaircissement. Je continue. Pour les valeurs usuelles urinaires, pardon, je reviens en question. Très bien. Donc, je réponds à la question de Maya par rapport à l'influence de protéines, de la teneur en protéines alimentaires et plasmatiques. C'est clair, pour le milieu plasmatique, on a dit que les protéines, c'est des molécules qui interfèrent dans le dosage de la créatinine. C'est pour cette raison qu'on a développé la technique cinétique. Et avant ça, on a développé la technique de précipitation. Maintenant, pour la teneur en régime alimentaire. En fait, le régime alimentaire riche en protéines influence beaucoup plus la concentration du durée et à faible degré la concentration de la créatine. Je pense que ma réponse elle est claire. On arrive maintenant aux variations physiopathologiques. Vous avez ici la réponse à votre question. La concentration de la créatinine, elle est indépendante de l'alimentation. Elle est faiblement influencée par l'alimentation par rapport à l'urée. Tout à l'heure, on a dit que l'urée, elle est influencée par le régime hyperprotidique. Quel est le facteur physiologique qui peut influencer la concentration de la créatinine? C'est surtout l'exercice physique et la masse musculaire. Pour les variations pathologiques, la créatinine augmente surtout dans les atteintes ou les infections rénales. D'ailleurs, c'est le marqueur idéal pour le suivi des malades insuffisants rénaux et également pour estimer le débit de filtration glomérulaire. Est-ce qu'on peut avoir des situations où on peut avoir une diminution de la créatinine? Oui. C'est surtout dans les maladies musculaires, ce qu'on appelle les myopathies. C'est des maladies musculaires, donc un défaut de synthèse de créatinine. Et vous avez également les maladies qui provoquent une fente musculaire. Par exemple, chez les cancéreux ou chez les malades hospitalisés à longue durée, il y aura une fente musculaire, une diminution de la masse musculaire, ce qui provoque une diminution de la créatinine plasmatique. Vous avez un autre paramètre très utilisé pour estimer le débit de filtration glomérulaire, c'est la clairance de créatinine. J'insiste sur ce paramètre parce que c'est très important, il faut comprendre ce paramètre. C'est quoi la clairance de créatinine? La clairance, c'est le coefficient d'épuration plasmatique, c'est-à-dire c'est le volume du sang, du plasma, épuré totalement de la créatinine par unité de temps. Comment peut-on calculer la clairance de la créatinine? Vous avez une formule très simple. La clairance de créatinine est égale à la concentration urinaire de créatinine, représentée par la lettre en majuscule U, divisé par la concentration plasmatique de la créatinine, représentée par la lettre P, fois le débit urinaire, représenté par la lettre V. Donc la clairance de créatinine est égale à la concentration urinaire, divisé par la concentration plasmatique, fois le débit urinaire. Lorsqu'on dit débit urinaire, c'est-à-dire c'est le volume des urines éliminées par minute. Comment peut-on calculer le débit urinaire? C'est en divisant le volume urinaire de 24 heures. Par exemple, un sujet qui a uriné dans les 24 heures
2 litres. On va diviser 2 litres par le nombre de minutes dans les 24 heures. Donc 60 minutes fois 24. On peut également corriger cette clairance de créatinine en fonction de la surface corporelle. Donc vous avez ici la formule de correction. La clairance corrigée est égale à la clairance mesurée fois 1,73 divisé par la surface calculée. En pratique, les cliniciens ou les médecins préfèrent utiliser des formules d'estimation, c'est-à-dire on peut pas, dans les situations, on ne peut pas doser par exemple la créatine plasmatique et la créatine urinaire, on peut avoir juste la créatine plasmatique. Il y a des formules de calcul qu'on peut utiliser pour estimer le débit de filtration glomérulaire. J'ai posté ici 3 exemples. Vous avez la formule classique qui est la plus utilisée, c'est la formule de Cockcroft. Comme vous le voyez, c'est une formule d'estimation de la clairance de créatinine à partir de l'âge du patient, à partir du poids et à partir de la concentration plasmatique de la créatinine. Et vous voyez que vous avez 2 formules de calcul selon le sexe, homme et femme. Il y a une question? Très bien. Il y a une question de Maya par rapport à l'estimation. Est-ce qu'on peut, à partir de la méthode de Jaffe, mesurer le débit de filtration glomérulaire? En fait, la méthode de Jaffe, ce n'est pas une méthode d'estimation de débit de filtration glomérulaire. C'est une méthode de dosage de la créatinine. Et on peut estimer le débit de filtration glomérulaire à partir de la concentration de créatinine. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Quelles sont les formules d'estimation de débit de filtration glomérulaire? Vous avez ces 3 formules. On a parlé de la formule classique, la formule de Cockcroft-Egolt, qui estime le débit de filtration glomérulaire à partir de la concentration de créatinine, à partir de l'âge, à partir du poids de patient. Quelles sont les nouvelles formules qui sont plus fiables que la formule de Cockcroft? Vous avez la formule MDRD et la formule CKD-EPI. D'abord, la première remarque, quels sont les inconvénients de la méthode de Cockcroft? Malheureusement, la méthode de Cockcroft est responsable d'une sous-estimation de débit de filtration glomérulaire chez les sujets âgés. Vous voyez ici, dans la formule de calcul, vous avez 140 moins l'âge. Donc, chez les sujets âgés, il y aura une sous-estimation de la créance de créatinine. Ça, c'est la première remarque, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient de la formule de Cockcroft, c'est qu'elle surestime le débit de filtration glomérulaire chez les sujets obèses. Parce que vous avez ici multiplié fois le poids. Donc, un sujet obèse aura une valeur de débit de filtration glomérulaire surestimée par rapport à un sujet non obèse. C'est pour cette raison, actuellement, on préfère d'utiliser les formules plus spécifiques et plus fiables. Vous avez la formule de MDRD. C'est quoi le MDRD? C'est Modification of Diet and Renal Disease. Donc, c'est une formule d'estimation de la créatinine ou de débit de filtration glomérulaire à partir de la concentration de créatinine et à partir de l'âge. La troisième formule, c'est la formule CKD-EPI, c'est Chronic Kidney Disease Epidemiologic Collaboration. C'est une formule d'estimation de débit de filtration glomérulaire à partir de surface corporelle. Juste une remarque, jusqu'à maintenant, les cliniciens continuent toujours à utiliser la formule de Cockcroft, malgré ses limites qu'on a déjà parlé. D'autres marqueurs spécifiques, c'est des marqueurs d'exploration spécifiques qu'on peut utiliser pour évaluer la fonction rénale. Vous avez la fameuse molécule cystatine C. La cystatine C, ce n'est pas un examen de routine. L'avantage de cette molécule, qu'elle est ni réabsorbée ni sécrétée. Elle est indépendante de la masse musculaire, contrairement à la créatinine, et elle est produite par toutes les cellules nucléées. L'inconvénient de ce test, c'est surtout le coût très élevé par rapport à la créatinine et l'urée. Quelles sont les indications de ces tests? C'est surtout le dépistage de l'insuffisance rénale. Ce n'est pas un examen de diagnostic ni un examen de suivi,
mais plutôt un examen de dépistage parce que c'est un paramètre très sensible à l'atteinte de la fonction rénale. Avant de continuer, juste, est-ce que vous avez des questions concernant l'exploration de la fonction glomérulaire? Est-ce que tout est clair pour les examens d'évaluation de la fonction glomérulaire? Pas de questions? On continue? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Il y avait un problème de déconnexion. Je m'excuse pour ce désagrément. Je m'excuse pour ce désagrément parce qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que vous voyez le diapo? Est-ce que vous voyez la diapo actuellement? Très bien. Donc, je reviens à la partie d'exploration de la fonction glomérulaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie? Première question, c'est la question de Sarah par rapport au dosage de la créatinine. On favorise le dosage de créatinine vu que l'urée n'est pas vraiment significatif. Très bien. Pourquoi, jusqu'à maintenant, on dose toujours le couple urée-créatinine? Pourquoi on n'abandonne pas l'urée vu qu'elle a montré ses limites? Pour la simple raison, parce qu'il y a des situations dans lesquelles l'urée est plus sensible. On parle de sensibilité, on ne parle pas de spécificité. L'urée est plus sensible que la créatinine. Donc, en cas d'atteinte rénale, au début de l'atteinte rénale, l'urée change ou augmente avant l'augmentation de la créatinine. C'est pour cette raison on associe toujours ces deux paramètres, urée et créatinine, pour explorer la fonction rénale. J'espère que ma réponse était claire. On continue. On arrive maintenant aux examens d'exploration des fonctions tubulaires. L'examen de référence, c'est les mesures de l'osmolalité urinaire. Pourquoi? Parce qu'ici, on cherche, lorsqu'on dit fonction tubulaire, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à ces questions. Pourquoi la valeur de l'urée elle est plus basse chez l'enfant? On a déjà expliqué ça. Parce que chez l'enfant, il y a un défaut de maturité hépatique. Le foie du nouveau-né ou de prématuré de l'enfant ne fonctionne pas comme le sujet adulte. Donc, il y a un défaut de synthèse ou une synthèse d'une quantité faible de l'urée. Troisième question, comment le mode cinétique en 2 points dans la technique de Jaffe élimine les fausses? Oui, c'est-à-dire élimine les surestimations et les sous-estimations. Ça, c'est un détail technique pour les spécialistes, mais je vais essayer de vous simplifier les choses. Pourquoi une méthode cinétique en 2 points participe dans l'élimination des interférences? Parce que dans le sérum,
dans le sérum du patient. Il y a les substances interférentes. On a parlé de glucose, des protéines, de bilirubine, des corps cétoniques, de l'acide pyruvique, etc. On a trouvé que dans ces deux molécules, dans cette famille de molécules, on distingue deux familles. Vous avez les molécules qui réagissent rapidement avec l'acide picrique, c'est-à-dire rapidement par rapport, bien sûr, à la créatinine. Et il y a des molécules qui réagissent lentement par rapport à la créatinine. C'est pour cette raison qu'on a choisi ces deux points, c'est-à-dire 30 secondes et 90 secondes. On va faire le dosage à 30 secondes pour éliminer les molécules qui réagissent rapidement. Et on a choisi le deuxième point, c'est-à-dire à 90 secondes, c'est la deuxième lecture, pour éliminer les molécules qui réagissent lentement par rapport à l'acide picrique, par rapport à la créatine, bien sûr. J'espère que ma réponse était claire. On continue maintenant et on laisse les questions, les autres questions, on vous laissez les questions à la fin de la présentation, Inch'Allah. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. On va commencer par l'osmolalité urinaire. La première question que je dois vous poser, quelle est la différence entre l'osmolalité et l'osmolarité? D'abord, quelle est la définition? C'est quoi une osmolalité? Est-ce que vous avez une idée? Quelle est la différence entre osmolarité avec R et osmolalité avec L? Est-ce que quelqu'un a une réponse? C'est pas grave, c'est des notions de chimie analytique, de biophysique. En fait, l'osmolarité, elle est exprimée par la concentration de solidité par volume du solvant. Par contre, l'osmolalité, elle exprime la concentration de solidité de la molécule par poids. Très bien. Il y a des gens qui ont la réponse. Donc, l'osmolalité, c'est par masse. On exprime la concentration de solidité par masse, par kilogramme. Comment peut-on mesurer l'osmolalité urinaire? C'est à travers cette formule. Donc, vous voyez ici, dans la formule de calcul de l'osmolalité, que ce soit plasmatique ou urinaire, vous avez deux principaux contributeurs. Quels sont ces deux principaux contributeurs? Vous avez les électrolytes, essentiellement le sodium et le potassium, et vous avez les solutés. Les solutés, c'est le glucose et l'urée. On dit que ces substances ou ces molécules sont osmotiquement actives. C'est des substances osmotiques actives qui participent dans le calcul de la concentration ou dans l'osmolalité. Donc, pour estimer l'osmolalité plasmatique, on utilise la concentration de sodium fois 2 plus la concentration de glucose et en urée. Et pour mesurer ou pour estimer l'osmolalité urinaire, c'est 2 fois la concentration, la somme de sodium et de potassium urinaire, plus la concentration de glucose urinaire, plus la concentration de l'urée. Bien sûr, vous avez ici, quelle est l'unité d'expression de ces solutés? C'est le millimol par litre. Pour les valeurs de référence, vous voyez ici que l'osmolalité urinaire elle est beaucoup plus importante que l'osmolalité plasmatique. Elle est comprise entre 50 et 1200 milliosmoles par kilogramme. Et pour l'osmolalité plasmatique, elle est comprise entre 280 et 300 milliosmoles par kilogramme. Par kilogramme, bien sûr, de solvant, c'est-à-dire c'est l'eau. Le rapport osmolalité urinaire sur osmolalité plasmatique, c'est un paramètre très important pour distinguer l'insuffisance rénale fonctionnelle et l'insuffisance rénale organique. On va en parler juste après, lorsqu'on arrive aux variations aux pathologies rénales. Deuxième examen utilisé pour explorer les fonctions tubulaires, c'est la fonction de restriction hydrique. La fonction de restriction hydrique, c'est une épreuve qu'on utilise pour évaluer la capacité du rein à concentrer les urines. Elle est utilisée surtout pour l'exploration d'un syndrome qu'on appelle le syndrome polyuro-polydipsique. C'est quoi ce syndrome? Le syndrome polyuro, c'est-à-dire il y a une augmentation des urines, de volume urinaire éliminé par le sujet. Et polydipsique, c'est-à-dire il y a une augmentation de la sensation de la soif, c'est-à-dire une augmentation excessive de la prise de l'eau. Au cours de syndrome polyuro-polydipsique, il y aura une perturbation de l'osmolalité, surtout l'osmolalité urinaire.
Vous avez un exemple très connu, un exemple très simple de syndrome polyurémique polydipsique, c'est le sujet diabétique. Chez un sujet diabétique mal équilibré, on va trouver un syndrome polyuro-polydipsique. Pourquoi il y a un syndrome polyuro? Polyuro parce qu'il y a une augmentation de la concentration plasmatique du glucose. Et comme on a vu tout à l'heure, le glucose est une substance osmotique active qui va provoquer une augmentation de l'osmolarité plasmatique. Et notre corps, pour essayer de diminuer l'osmolarité plasmatique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer le glucose dans les urines. Il y aura donc un syndrome polyuro. Et la polyuro va provoquer par conséquence une polydipsie, c'est-à-dire une augmentation de consommation de l'eau. Quel est le protocole de cette épreuve de restriction hydrique? En fait, le principe est simple. On va priver le patient de tout apport hydrique. On va priver le patient de l'eau. Il ne va pas boire de l'eau pendant 6 à 18 heures. Mais on a un test très court, un test très simple. On va priver le patient des apports hydriques entre 20 heures du soir jusqu'à 10 heures le lendemain. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va recueillir les urines de toutes les heures pour mesurer, pour estimer l'osmolalité, pour prendre le pouls, la tension artérielle, le poids et la température. Qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse? Chez un sujet normal, en principe, cette restriction hydrique, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Elle va provoquer un phénomène de réabsorption rénale de l'eau. Donc, il y aura une concentration des urines. Les urines deviennent trop concentrées. Donc, il y aura une augmentation de l'osmolalité urinaire. C'est l'exemple qu'on peut trouver dans la potomanie. C'est quoi la potomanie? Est-ce que vous avez entendu parler de la potomanie? En fait, la potomanie, essentiellement, c'est une maladie psychiatrique, psychologique, qui est due à une consommation excessive, non contrôlée de l'eau. Donc, le sujet va consommer beaucoup d'eau. Et cette consommation excessive, elle va provoquer une diminution de l'osmolalité plasmatique. Donc, pour corriger cette diminution de l'osmolarité plasmatique, on va essayer d'utiliser l'épreuve de restriction hydrique. Deuxième situation, la réponse pathologique, c'est un sujet qui a un diabète insipide. La réponse serait nulle ou faible, c'est-à-dire l'osmolalité plasmatique ou urinaire ne va pas changer parce que le sujet n'arrive pas à concentrer les urines, n'arrive pas à réabsorber l'eau. Il y aura donc certainement une perturbation de la fonction tubulaire des urines. Deuxième épreuve qu'on peut utiliser également pour explorer la fonction tubulaire, c'est l'épreuve à l'analogue de synthèse de l'ADH. Si vous vous souvenez de l'ADH, l'ADH c'est antidiurétique hormone, c'est l'hormone antidiurétique. C'est l'hormone responsable de la réabsorption de l'eau au niveau tubulaire. Cette épreuve, elle est basée sur l'utilisation d'une molécule qu'on appelle la desmopressine, vasopressine. C'est quoi la desmopressine? Elle est appelée également la DDAVP. C'est quoi la DDAVP? C'est un médicament, c'est une molécule de synthèse qui va mimer, c'est-à-dire qui va avoir un effet like de l'ADH. Elle va jouer le rôle de l'ADH. Mais c'est une molécule synthétique, c'est un médicament. Quelle est l'indication de ce test? Ce test est indiqué, il vient juste après l'épreuve de restriction hydrique pour voir, pour distinguer est-ce que le problème de diabète insipide est dû à un problème, à une atteinte centrale, ce qu'on appelle le diabète insipide central, ou elle est due à un problème rénal, néphrogénique. Le protocole, il est simple. On va donner au patient par voie nasale ou par voie parentale la molécule de desmopressine, le médicament de desmopressine, et on va faire la collecte des urines. Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous voyez les diapos, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez les diapos? Maintenant, est-ce que vous voyez les diapos? Très bien, je m'excuse, c'est toujours un problème de connexion. Très bien, on revient à la deuxième épreuve. On a dit l'épreuve à l'ADH. C'est l'épreuve d'un analogue de synthèse de l'ADH. C'est une molécule, c'est un médicament qui a le même effet que l'ADH qu'on appelait la desmopressin. Et on a dit le protocole, il est simple, on va administrer la desmopressin par voie nasale ou par voie parentérale, c'est-à-dire IM ou subcutanée, et on va faire la collecte des urines des 24 heures et bien sûr mesurer l'osmolalité urinaire, la tension artérielle, le pouls et bien sûr le poids. On aura donc deux types de réponses. C'est un sujet normal, ce n'est pas un sujet normal parce qu'ici nous sommes dans l'épreuve pathologique. Vous avez deux types de réponses. Si l'osmolalité urinaire augmente, c'est-à-dire l'ADH, elle est absente. Lorsqu'on a administré l'ADH synthétique, c'est-à-dire la desmopressin, on a pu concentrer les urines, c'est-à-dire on a pu augmenter l'osmolalité urinaire. Donc ici, le diabète insipide, il est neurogénique, il est central. On appelle ça le diabète insipide neurogénique. Si la réponse elle est négative, c'est-à-dire il n'y aura pas un changement de l'osmolalité urinaire, ici le problème il est périphérique, il n'est pas central. On parle de diabète insipide néphrogénique, qui est dû à l'absence ou un défaut de synthèse des récepteurs à l'ADH. Le quatrième paramètre dans l'exploration de la fonction tubulaire, c'est les mesures de pH urinaire. Les fonctions tubulaires régulent l'équilibre acido-basique par deux mécanismes. Le premier, c'est l'élimination des protons, c'est-à-dire en cas d'acidose métabolique, le rein il va éliminer l'excès de protons. Et deuxième mécanisme, c'est la réabsorption des ions bicarbonate. En cas d'acidose métabolique, il y aura une réabsorption de bicarbonate. Et en cas d'alcalose, le contraire, il y aura une diminution de la réabsorption rénale de bicarbonate. On peut explorer le pH urinaire statiquement en mesurant le pH urinaire ou dynamiquement par l'injection d'un agent acidifiant. Pour les questions concernant la créatinine, je préfère les laisser à la fin. On doit continuer. Habituellement, le pH urinaire, c'est un pH acide. Il est compris entre 4,5 et 6,5. Si vous trouvez chez un patient un pH urinaire neutre ou alcalin, bien sûr, après l'élimination des causes préanalytiques, c'est surtout les conditions d'asphyxie, il faut suspecter une acidose tubulaire rénale. Donc, au cours de l'acidose tubulaire rénale, c'est-à-dire c'est une lésion au niveau des tubules rénaux, on va trouver que le pH urinaire devient neutre ou alcalin. On arrive maintenant au troisième type d'exploration fonctionnelle. On a déjà parlé de l'exploration de la fonction glomérulaire, la fonction tubulaire, et maintenant on va parler de l'analyse des urines. Dans l'analyse des urines, on a deux types d'analyse. Vous avez l'analyse macroscopique et l'analyse microscopique. Pour l'analyse macroscopique, on note essentiellement la couleur des urines et l'aspect. Est-ce que c'est un aspect normal et limpide? Ça, c'est l'aspect normal. Et deuxièmement, pour l'aspect, est-ce que c'est limpide, trouble ou la présence de sédiments? Vous avez ici ce qu'on appelle le urine chart, urine color chart. C'est un catalogue qui fait la liaison entre la couleur des urines et l'existence ou la présence d'une éventuelle pathologie. Et souvent, on dit que la couleur des urines dit,
Elle reflète en quelque sorte l'état de santé du sujet. Quelle est la couleur habituelle des urines? C'est couleur jaune clair. Ce qu'on appelle de pale yellow or clear yellow. C'est les sujets sains et les sujets bien hydratés. Si on trouve que les couleurs des urines sont jaunes, éclatantes, c'est bright yellow. Ici, il faut penser à un excès de consommation de vitamine B, telles que la riboflavine, telles que la vitamine B1, B2, la pyridoxine. Donc, toutes ces vitamines, si vous consommez par exemple une solution multivitaminique, vous allez remarquer que dans les urines, la couleur des urines, ils vont changer, ils vont devenir jaune éclatant. Une couleur rouge des urines, il faut chercher la présence du sang. Ça, c'est le premier réflexe. Mais bien sûr, il faut éliminer d'autres causes idiopathiques ou bénignes, c'est-à-dire banales. C'est surtout la consommation de beetroot au blackberry, c'est-à-dire la consommation de betterave surtout. La consommation de betterave provoque parfois une couleur rouge. Pour le blackberry, c'est c'est tout. Blackberry, c'est tout. Si vous trouvez une couleur orange des urines reflète un état de déshydratation. Il faut directement penser à un état de déshydratation. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a d'autres causes, par exemple des médicaments, des facteurs diététiques, la consommation par exemple de carottes. Une couleur verte ou vert bleu des urines, il faut d'abord éliminer les causes exogènes, c'est-à-dire la consommation des médicaments qui contient surtout de phénol, et vous avez quelques antidépressifs. Et ensuite, il faut chercher la présence des pigments biliaires. Donc, si vous trouvez une couleur verte ou vert bleu, il faut penser à la présence de pigments biliaires, la bilirubine, biliverdine, et également, il faut penser à une infection urinaire, une infection bactérienne. Vous avez une couleur marron des urines, c'est surtout elle est d'origine médicamenteuse. Une couleur pourpre, une couleur violette, il faut penser aux maladies métaboliques rares, ce qu'on appelle les porphyries. Donc les porphyries, c'est des maladies métaboliques rares qui touchent le métabolisme de l'hème, qu'on appelle les maladies des vampires ou les porphyries. Ça, c'est par rapport à l'aspect macroscopique. Maintenant, on va parler à l'aspect microscopique, à l'analyse des urines. Vous avez la diurèse. C'est quoi la diurèse? C'est le volume des urines éliminées par 24 heures. Chez un sujet normal, la diurèse, elle est comprise entre 0,75 et 2 litres. Mais il faut faire attention, une diurèse normale n'élimine pas une atteinte rénale. Une diurèse normale ne reflète pas une fonction rénale normale. On peut également trouver une polyurie. Quand est-ce qu'on parle de polyurie? C'est comme l'exemple de tout à l'heure, le syndrome polyurie polydipsique. C'est lorsque le volume des urines éliminées par 24 heures dépasse les 2,5 litres. Vous avez deux situations pathologiques plus fréquentes. Chez les sujets diabétiques, vous avez une polyurie. Et également au début de l'insuffisance rénale chronique. Donc au début de l'insuffisance rénale chronique, le sujet souffre d'une polyurie. Troisième situation, c'est oligourie. Oligo, c'est-à-dire un petit volume qui est inférieur à 0,6 litres par 24 heures, qui est observé surtout chez les sujets qui font une restriction hydrique ou un état de déshydratation. Et l'anurie, c'est-à-dire c'est presque l'absence totale des urines lorsque le volume urinaire est inférieur à 100 millilitres, c'est-à-dire inférieur à 0,1 litre. Ce stade de cette situation est observé surtout dans l'insuffisance rénale aiguë. Maintenant, on va parler de l'analyse quantitative des urines. L'analyse quantitative des urines, on utilise souvent ce qu'on appelle le strip test. Le strip test, c'est-à-dire c'est les bandelettes. Ces bandelettes, vous voyez ici à droite, l'exemple des bandelettes qu'on utilise au niveau du laboratoire et également utilisées dans les services, dans les pharmacies, dans les officines. Ces bandelettes, ils sont imprégnées dans les urines. Ensuite, il y aura un développement des couleurs, un changement des couleurs de ces bandes.
Et on va faire la lecture par rapport à une légende. Ça, c'est la légende qu'on va utiliser comme référence pour faire la lecture de ces bandes qui se trouvent sur la bandelette. Ces bandes correspondent à la variation de pH, la densité urinaire, la présence ou l'absence du sang, la présence de nitrites, de leucocytes, de bilirubine, de corps cétonique, de glucose, de protéines. On va détailler élément par élément. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a un problème de connexion? Très bien, je continue. On va commencer par le pH. On a déjà parlé de pH. On a dit que le pH habituel des urines, c'est un pH acide qui est compris entre 4,5 et 6,5. Si on trouve que le pH devient très acide, donc c'est un signe de la présence d'une acidose métabolique. C'est quoi une acidose métabolique? C'est-à-dire c'est la diminution de pH plasmatique qui est due à la présence en excès d'acide, de protons. Donc le rein, comment il va corriger cette situation d'acidose métabolique? Il va éliminer l'excès de protons H+ dans les urines. Et par conséquent, vous aurez des urines acides. Donc le pH devient inférieur à 5,5. Le cas contraire, si vous trouvez que le pH des urines devient neutre ou alcalin, ici vous avez deux possibilités. Soit c'est une alcalose métabolique, c'est-à-dire un excès de bicarbonate dans le sang, et cet excès va être éliminé dans les urines, soit il s'agit d'une acidose métabolique rénale, c'est-à-dire il y a une lésion au niveau tubulaire, et cette lésion provoque une perte de protons H+, c'est-à-dire le rein devient incapable de réabsorber les protons H+. Toujours avec le pH urinaire, on mesure la densité urinaire. Quelle est l'utilité de la densité urinaire? La densité urinaire, en fait, reflète la concentration des urines. Si vous trouvez que la densité urinaire elle est faible, donc vous avez des urines diluées. Si vous trouvez que la densité urinaire elle est importante, c'est-à-dire vous avez des urines concentrées. Deuxième paramètre, c'est le sang. Si vous trouvez sur la bandelette des chimies des urines que le sang, le résultat du sang est positif, vous avez trois situations. Soit le test est positif dû à la présence des hématies, ce qu'on appelle l'hématurie. Elle est due essentiellement à une altération de la barrière de filtration glomérulaire. Deuxième situation, c'est l'hémoglobinurie, c'est la présence de l'hémoglobine et non pas des hématies. C'est le cas de l'hémolyse intravasculaire. Et troisième situation, c'est la présence de la myoglobinurie. Vous connaissez la myoglobine, c'est le pigment respiratoire musculaire. Donc, si vous trouvez du sang ou des urines rouges, donc vous avez trois situations. Soit elle est due à l'hématurie, la présence des hématies, soit c'est l'hémoglobinurie, soit c'est la myoglobinurie. La myoglobinurie reflète la présence d'une atteinte musculaire. Troisième élément, c'est la présence des nitrites et de leucocytes. Si vous trouvez des leucocytes dans les urines, c'est un signe de présence d'une infection urinaire ou d'un syndrome inflammatoire. La même chose pour les nitrites, parce que vous avez les bactéries qu'on appelle les bactéries nitrates réductases. Le cas le plus simple, c'est l'Escherichia coli, qui est nitrate réductase, qui provoque un résultat positif aux chimies des urines. Quatrième élément, c'est la présence de bilirubine. En fait, la présence de bilirubine ou de l'urobilinogène dans les urines n'est pas spécifique d'une anomalie hépatique ou rénale, mais plutôt c'est un signe d'une hyperhémolyse. Pourquoi hyperhémolyse? Parce que la bilirubine, c'est le produit final de dégradation de l'air. Et également, c'est un signe de la présence, surtout pour la bilirubine, d'obstruction des voies biliaires ou d'une cytolyse, d'une hépatite. Donc, dans le cas d'une cytolyse hépatique ou de cholestase hépatique, c'est-à-dire obstruction des voies biliaires, on peut trouver une concentration importante de bilirubine dans les urines. Mais ce n'est pas un examen spécifique ou un examen de diagnostic. Vous avez également la présence des corps cétoniques dans les urines. Une cétonurie est fréquemment associée à un diabète mal contrôlé, parce que c'est le sujet diabétique mal contrôlé, c'est-à-dire non équilibré, qui ne prend pas son traitement régulièrement, ne respecte pas le régime alimentaire, le régime diététique, qui n'a pas d'activité physique. Souvent, le patient tombe dans des états d'acidocytose. C'est quoi l'acidocytose? C'est un état d'acidose métabolique qui est dû à une hyperproduction des corps cétoniques. Surtout dans ça, c'est situation pathologique, mais il y a également une cétonurie physiologique
Par exemple, au cours du mois de Ramadan, le jeûne prolongé va provoquer une hyperproduction des corps cétoniques qui va s'exprimer dans les urines. Pour le glucose, chez un sujet normal, il n'y a pas de glucose dans les urines. On ne trouve pas de glucose dans les urines. Quand est-ce qu'on trouve du glucose dans les urines? C'est lorsque la concentration plasmatique, la concentration sanguine du glucose dépasse le seuil de réabsorption rénale. Quel est le seuil de réabsorption rénale? Le seuil il est compris entre 10 et 11 millimoles. C'est l'équivalent de 2 grammes. Donc, si la concentration de glucose dans le sang dépasse les 2 grammes, le glucose va passer dans les urines. Il faut faire attention. Souvent, lorsqu'on utilise les bandelettes de chimie des urines, on trouve des résultats de faux positifs pour le glucose. C'est surtout les sujets qui consomment la vitamine C. D'accord? Parce que la vitamine C, elle est capable de réduire la bande de dosage de glucose. Donc, elle va provoquer des faux positifs. Les protéines, on peut chercher également la présence de protéines. À l'état normal, la protéinurie, elle est très faible, elle ne dépasse pas les 300 mg par 24 heures. Mais si vous trouvez que le résultat des chimies des urines est positif, il faut toujours confirmer par un dosage quantitatif, c'est-à-dire c'est le dosage de la protéinurie. Et c'est l'objectif de notre prochain cours, Inch'Allah, mardi prochain. On termine maintenant par les pathologies rénales. On va insister essentiellement sur l'état d'insuffisance rénale, l'insuffisance rénale aiguë, l'insuffisance rénale chronique. Dans l'insuffisance rénale aiguë, comme vous voyez, on distingue 3 entités. La première, c'est l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, dite prérénale. La deuxième entité, c'est l'insuffisance rénale LIARA organique, elle est dite rénale. La troisième, c'est LIARA obstructive, elle est dite post-rénale. Et deuxième type d'insuffisance rénale, c'est l'IRC, insuffisance rénale chronique. On va commencer par l'IARA. L'IARA, l'insuffisance rénale aiguë, c'est une perte, vous avez ici les mots-clés, il faut insister. Donc, c'est une perte brutale, elle n'est pas progressive, elle est brutale, et elle est réversible en général. Ce qui fait la différence par rapport à l'IRC. L'insuffisance rénale chronique, la perte, elle n'est pas brutale, elle est progressive, et malheureusement, elle est irréversible. Contrairement à l'IARA, l'IARA, elle est brutale, mais elle est réversible. On va commencer par le premier type de l'IARA prérénale, l'IARA fonctionnelle. D'ailleurs, c'est le type le plus fréquent. Il représente jusqu'à 70% des insuffisances rénales aiguës. L'IARA fonctionnelle, elle est due, quel est le mécanisme physiopathologique? Elle est due à une diminution de débit de filtration glomérulaire qui est secondaire à une hypoperfusion. C'est le mot-clé. Hypoperfusion, c'est-à-dire c'est une diminution de volume sanguin qui arrive au niveau rénal. Deuxième particularité, deuxième mot-clé, sur le plan histologique ou anatomo-histologique, le rein il est strictement normal. Il n'y a pas d'atteinte rénale, il n'y a pas de lésion organique. C'est juste un problème. C'est juste un problème de perfusion. Quelles sont les principales étiologies? C'est surtout les états d'hypovolémie. Vous avez les déshydratations, les hémorragies, défaillance cardiaque et les états de septicémie. Deuxième type, c'est l'IARA rénale ou organique. Ici, vous avez une atteinte au niveau rénal, une lésion au niveau de parenchyme rénal. Quelles sont les principales étiologies? C'est surtout des lésions tubulaires ou glomérulaires. Vous avez une nécrose tubulaire aiguë qui représente 90% des cas de l'IARA organique. Et vous avez la néphrite tubulo-interstitielle aiguë, vous avez la gloméronéphrite. J'insiste sur le NTA. Le NTA, c'est quoi? C'est la nécrose tubulaire aiguë qui a double origine, soit elle est toxique, soit elle est ischémique. Et j'insiste sur toxique parce qu'en tant que pharmacien, il faut connaître que, par exemple, la consommation des métaux lourds, la consommation de poison, quelques substances toxiques, provoque une nécrose tubulaire aiguë et qui va provoquer, bien sûr, l'ERA, une insuffisance rénale organique. Troisième type, l'IARA, l'insuffisance rénale aiguë post-rénale ou obstructive. Elle est due à une obstruction des voies urinaires. Elle est très rare, elle représente 5% des ERA. Sur le plan biologique, quel est le tableau biologique d'une insuffisance rénale aiguë?
Bien sûr, il y aura une rétention azotée, augmentation de la concentration plasmatique de la créatinine, de l'urémie et de l'acide urique, l'uricémie. Sur le plan hydroélectrolytique, il y aura une hyperkaliémie, c'est le principal désordre électrolytique de l'ERA. Et bien sûr, un état d'acidose métabolique, parce que le rein devient incapable d'éliminer les protons H+, qui vont s'accumuler au niveau sanguin et qui associe également un problème de réabsorption de carbonate. Et la conséquence, c'est l'installation d'une acidose métabolique. Ça, c'est un tableau qui résume en quelque sorte les caractéristiques biologiques des deux types de l'ERA, fonctionnels et organiques. Je ne vais pas trop insister. Et on termine cette présentation, ce cours, par l'insuffisance rénale chronique. Vous avez les mots-clés. L'insuffisance rénale chronique, c'est une destruction permanente, malheureusement irréversible, qui est installée depuis au moins 3 mois. Et elle est progressive, elle n'est pas subdante. C'est bon. L'IRC se caractérise par une capacité définitive des reins d'accomplir l'élimination des déchets de l'organisme et bien sûr la fonction endocrine. Sur le plan biologique, on trouve une augmentation de la concentration de créatinine, une perturbation de l'équilibre acido-basique, également des anomalies qui touchent le métabolisme phosphocalcique, et une anémie qui s'installe. C'est clair pourquoi il y a une anémie au cours de l'insuffisance rénale chronique, parce qu'il y a une perturbation de la fonction endocrine. Et on a dit depuis tout à l'heure que le rein est responsable de la synthèse de l'érythropoïétine. Ici, c'est la classification de l'insuffisance rénale chronique selon les recommandations de Cadivo. Donc, il est important de connaître qu'il y a plusieurs stades de l'insuffisance rénale chronique et qui sont corrélés au début de filtration glomérulaire. Donc, on vient de terminer le cours. Je vous remercie pour votre attention.